Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des Pieds Sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by Joanie Farran, JD Papillon, Allison Burns. Stay tuned, we're going to move you. Bonjour, donc vous écoutez Dirty Feet. Aujourd'hui, on va parler de l'événement Quartier Danse qui a lieu dans les prochaines semaines dans différents espaces. Ce matin, on est avec Sébastien Provencher en premier qui présente son spectacle Serait-il impossible de vivre debout, qui fait partie de Hybridité et Émergence, la série 1. Donc, bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci d'être avec nous. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux, évidemment, nous parler un peu de ton parcours artistique, ce qui t'a mené à la danse, bref? Donc, moi, j'ai commencé la danse assez tard, probablement autour de 20 ans. J'ai fait un bac en ergothérapie, en fait, à l'Université de Montréal, puis j'ai décidé de m'inscrire aux activités culturelles de l'université. Puis à ce moment-là, c'était Erin Flynn qui dirigeait les activités culturelles, qui est une chorégraphe de Montréal, mais qui vient de Winnipeg. Donc, j'ai commencé à danser avec elle, fait un cours plus d'introduction. Après, elle m'a demandé de faire plus l'atelier chorégraphique. Donc, à l'Université de Montréal. Ensuite, éventuellement, j'ai fait la troupe de danse de l'Université de Montréal. Puis, j'ai décidé de faire ma formation en danse contemporaine. Donc, je suis allé faire un bac en profil interprétation à l'UQAM au département de danse. Et tu as terminé en quelle année, le bac? Je viens de terminer en avril dernier, en fait. OK. Quartier Danse, est-ce que ça va être ton premier projet après la graduation? Oui, c'est ça. Ben, j'ai fait une courte pièce à une plateforme qui est Passerelle 840 qu'on a au département de danse. Ça fait que c'est plus une place où est-ce qu'on peut expérimenter plus des actes chorégraphiques. Donc, j'avais fait une courte pièce, puis que j'ai repris aussi dans un festival à Lyon, en France. Puis, là, sur la scène professionnelle, c'est officiellement mon premier projet à être présenté. Ça, c'est un court projet, là, à Quartier Danse, mais c'est la soirée de chorégraphie émergent. Puis, c'est un solo que tu chorégraphies, c'est ça? C'est un duo, en fait. Un duo. Ouais, c'est un duo. Moi, je danse aussi dans ma pièce. C'est avec Kevin Lee, qui est un autre interprète. Donc, j'ai commencé à danser, en fait, avec Kevin. Fait que c'est un peu drôle comme parcours que finalement on présente ma première pièce soit avec lui sur scène. Mais c'est vraiment un duo qui est chorégraphié par moi, mais qui Kevin a beaucoup aussi de sa présence, je pense, dans le projet. Et qu'est-ce qui t'avait amené initialement à créer un projet chorégraphique pour Passerelle, puisque le programme de l'UQAM est avant tout interprétation? Qu'est-ce qui te disait vraiment, j'ai un projet, je veux le créer, je veux le monter, ça vient de moi, je vais mettre ça sur scène? Ouais, moi j'ai décidé de m'inscrire ça en interprétation. Il y a le profil aussi création. C'est sûr que contrairement à d'autres écoles comme Concordia, c'est vraiment plus profil création, mais à l'UQAM, en fait, c'est qu'on les interprètes touchent beaucoup à la création et les chorégraphes aussi. À la fin, il y a plus comme 2 chorégraphes qui officiellement, souvent 2 ou 3 chorégraphes qui graduent profil création officiellement, qui présentent une pièce justement à l'Agora. Mais moi, j'ai décidé de m'inscrire plus volet interprétation, qui est plus un choix personnel je pense que vu que j'ai commencé assez tard, je pense que j'avais besoin d'expérience plus au niveau de l'interprétation pour après vraiment me dire, OK, moi, mon corps fonctionne de telle façon, qu'est-ce que j'aime faire exactement quand je propose des choses avec d'autres chorégraphes, en fait. Puis, fait que qu'est-ce qui m'a amené plus à choisir le volet interprétation, mais on a beaucoup de cours de création, puis à la fois interprétation et création doivent toucher relativement au même cours. C'est sûr qu'en dernière année de parcours, les gens qui sont en création, eux, ils montent une pièce, tandis que sinon tu danses pour un chorégraphe de ton année. Mais tout l'intérêt plus pour la création s'est développé un peu plus à travers comme mes cours que j'ai eu d'introduction à l'écriture chorégraphique, principalement enseigné. Moi, j'ai eu comme prof principalement Daniel Desnoyers, Manon Ligny puis Frédéric Gravel. Fait que je pense que c'est probablement eux aussi qui m'ont un peu donné la piqûre pour la création. Donc, étant plus dans un volet d'interprétation, je me suis dit que ça serait bien d'expérimenter plus
par Passerelle, qui est une plateforme où est-ce que tu peux expérimenter par toi-même sans être pris nécessairement dans un cadre académique. Fait que je pense que j'avais un intérêt pour la création, puis après, c'est en faisant vraiment mon premier projet que j'ai découvert que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais j'ai quand même décidé de rester en interprétation, plus de faire les projets à côté sans nécessairement être obligé d'être dans la structure pour graduer en création, en fait. Et la genèse de la pièce, en fait, l'idée de base qui t'était venue pour créer ce duo-là, c'est un duo à la base à Passerelle? À la Passerelle, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une autre pièce. Ça, c'était une pièce pour 5 interprètes, en fait. Là, c'est un duo. Plus la Passerelle, c'est beaucoup inspiré puis même la pièce Serait-il impossible de vivre debout, c'est beaucoup inspiré probablement de mon expérience comme ergothérapeute. Fait que je m'inspire beaucoup du corps, je m'inspire beaucoup de la biomécanique, des différences, des maladies, un peu de tout, de la santé mentale. Fait que c'est tous des thèmes aussi qui m'intéressent beaucoup. Fait que quand j'avais fait une pièce à la Passerelle, c'était vraiment plus en termes avec l'autisme que je suis parti un petit peu des idées de base, mais vraiment d'un point de vue vraiment abstrait, qui est plus au niveau du traitement des informations, un peu du corps, des sensations, comment est-ce que tu peux décoder un peu ton environnement sans nécessairement juste utiliser tes yeux, qui sont principalement le moteur premier pour les neurotypiques, mais comment est-ce que tu peux t'inspirer du corps, tes sensations tactiles, du bruit, tout ça. Fait que c'est un peu ça que je me suis inspiré pour cette pièce-là. Puis je pense que ça a un petit peu des influences aussi dans la pièce que j'ai créée aussi pour Quartier Danse. Un duo, déjà là, le format même d'un duo, c'est tout de même très chargé de sens, d'une certaine façon, d'avoir 2 personnes sur scène. Et de mettre 2 hommes sur scène ensemble, il y a beaucoup d'aspects, soit que c'est de la combativité, soit que c'est une relation amoureuse. Comment est-ce que tu as approché justement le format du duo? Qu'est-ce qui t'a poussé vers faire un duo, en fait? Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec Kevin sous forme de duo. Donc ça, c'était un de mes moteurs premiers pour aller exploiter le duo. Mais je pensais pas que ça serait aussi complexe, en fait. Comparativement à une pièce de groupe, je trouve que c'est vraiment, vraiment plus difficile de créer un duo. De danser dedans, je pense que c'est encore plus un défi que à la base, je croyais pas que ça serait aussi difficile de danser en plus de créer un duo. Fait qu'il y a beaucoup de paramètres, en fait, qui font en sorte que le duo devient quelque chose pour moi de plus complexe, mais je pense que l'idée première, c'était vraiment de travailler avec duo. Aussi, à Quartier Danse, il visait un peu plus des pièces avec 2, 3 interprètes. Fait que ça a aussi influencé mon choix quand j'ai appliqué pour le projet. Puis, c'est sûr que tous les thèmes que tu parlais au niveau des relations amoureuses, de la compatibilité, c'est toutes des choses qui, indirectement, se présentent un peu dans la pièce. J'essaie de pas trop tomber dans un ou l'autre, mais je pense qu'il y a certaines images qui peuvent refléter, je pense qu'on le veut ou non, qui reflètent justement comme ces thèmes-là. Mais je pense dans la pièce, on voit plus une certaine relation, plus amitié, plutôt que vraiment une relation, des relations amoureuses ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que je pense que c'est des thèmes que tu peux pas passer à côté, parce que je pense que l'imaginaire collectif, indirectement, comme tu disais, c'est de voir 2 personnes sur scène, automatiquement, tu te crées des images, ou tu te crées des attentes par rapport à c'est quoi cette relation-là entre ces 2 personnes. Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est des amoureux? Est-ce que c'est juste une relation plus de dualité? Fait que je pense que c'est quelque chose qui apparaît directement, mais pour moi, le défi, c'est de travailler à ce que ça, justement, on tombe pas dans un aspect ou l'autre qui devient comme, tu sais, prédominant ou... Ouais, exactement, parce que facilement, on pourrait voir comme... Donc, quand on voit la pièce, je pense qu'on peut facilement... Il y a des contacts physiques, tout ça, fait qu'on peut facilement tomber, justement, dans quelque chose de... pas amoureux, mais dans quelque chose qui peut refléter justement un contact physique entre 2 hommes. On peut se créer facilement des images dans notre tête. Donc, c'est comment aller justement travailler ça sans nécessairement tomber exactement dans des clichés ou des thèmes qui sont un peu récurrents dans le duo, en fait.
Comme tu as mentionné toi-même, en fait, danser dans ta propre création, c'est déjà difficile. Danser dans un duo, c'est encore plus difficile parce que tu as encore moins de distance avec le matériel. Comment est-ce que tu as abordé ça, cette expérience-là, en fait, de danser pour toi-même dans un duo et de naviguer ces autres troubles-là, des clichés qui sont tellement présents souvent dans les duos? Pour créer la pièce, ça, je l'ai commencé avec Kevin, fait que j'ai utilisé beaucoup, je pense, comme beaucoup de chorégraphes maintenant, utilisent beaucoup la vidéo, fait que ça, c'est vraiment comme quelque chose de super important dans le travail chorégraphique, moi, qui m'aide. Fait que c'est de filmer pour vraiment essayer de clarifier justement les intentions, puis essayer de regarder comment est-ce que on peut justement passer à côté peut-être un peu de ces clichés-là, puis essayer de voir parce que comment est-ce que la musique peut influencer beaucoup au niveau du duo. Moi, j'aime mettre des musiques qui sont plus atmosphériques ou qui ont en soi une certaine charge émotive. Fait comment est-ce que souvent, si on travaillait par exemple avec la musique, comment est-ce qu'on peut peut-être aller créer un contraste avec la gestuelle ou avec le duo pour justement aider à sortir un peu de ces clichés-là. Sinon, j'ai une bonne amie à moi puis que j'ai étudié avec Marie-Jo Fouché, en fait, qui est ma répétitrice dans le projet. Fait qu'il y a beaucoup de la part de Marie-Jo qui aide beaucoup à créer, pour moi, à créer une distance par rapport à l'œuvre. Marie-Jo permet d'être vraiment l'œil extérieur qui m'aide beaucoup dans la pièce pour justement aller clarifier au niveau des intentions puis aller voir qu'est-ce que des fois moi je perçois peut-être pas parce que je suis directement dans la pièce au niveau de mon interprétation. Je pense que Marie-Jo peut apporter justement une vision externe qui est vraiment aidante en fait pour le duo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la musique et du compositeur que tu as utilisé? Ça semble être une partie importante. Oui, ben depuis le début du processus, ça a un petit peu changé. En fait, c'était supposé d'être Maurice Gaston Duberger, qui est compositeur en musique classique contemporaine, qui devait faire la composition, joué par les Voix Humaines, qui est un groupe baroque. À cause de des empêchements plus professionnels des Voix Humaines, c'est pas possible d'avoir comme la composition qui est jouée. La partition au niveau musique est composée, mais j'ai pas pu procéder à l'enregistrement. Fait que pour Quartier Danse, en fait, ça va être plus de la musique, qui est plus de la musique classique contemporaine, en fait, que je vais utiliser, mais je pourrais pas, malheureusement, travailler, justement, avec eux pour ce projet-là. J'espère, dans le futur, pouvoir vraiment consolider plus le travail par rapport à la musique puis la création, mais toutes les idées sont là. Après, c'est juste, malheureusement, les empêchements professionnels des musiciennes, en fait. Tu nous as parlé un petit peu des idées qui t'ont amené à faire la pièce au départ, mais ça a probablement changé beaucoup depuis. Qu'est-ce que c'est devenu pour toi la pièce au niveau des thèmes, de ce que tu cherchais à explorer? Je pense que mon inspiration première était un peu dans un cours que j'ai eu à l'université qui est Danse et société, qu'on parlait beaucoup de justement l'inter-influence qui se présente entre des communautés qui, à force d'être en contact, finissent par s'inter-influencer. Fait que je suis parti un petit peu de ça, du thème du duo, de l'inter-influence, pour, à la base, je voulais vraiment créer deux entités qui bougeaient de façon distincte, une personne qui avait peut-être plus un aspect, pour moi, qui était plus de l'aspect de l'animalité, puis quelqu'un qui était plus humain, même si l'humain a une certaine animalité en soi, mais au départ, c'était vraiment ça. Je pense que en travaillant avec Kevin, il y a certaines façons de bouger de nous deux qui se ressemblent. Sûr, on bouge différemment, mais on a plusieurs similitudes, qu'est-ce qui rend un peu la chose plus difficile, parce que ce qui est généré aussi par le corps de Kevin peut parfois ressembler à ce que moi je génère aussi au niveau de mon corps. Donc, je pense que ça a bifurqué vers quelque chose qui est vraiment plus abstrait, qui est vraiment plus un dialogue entre deux corps, entre deux individus, qui, je pense, au fil de la pièce, s'inter-influencent tout en ayant leurs deux entités. Mais je pense que je suis parti d'un thème qui est assez concret, qui s'est transféré vers un terme qui est un petit peu plus abstrait. Après, il y a certaines images qui restent pour moi du contact. À la base de la pièce, c'est vraiment deux entités qui n'ont aucun contact physique. Éventuellement, ça vient vers un contact physique. Qu'est-ce qui permet d'avoir une autre trajectoire après au niveau de la pièce. Donc, les thèmes de base restent là, mais finalement, pour moi, maintenant, c'est vraiment plus un dialogue, puis un travail sur le corps, un travail sur l'articulation. Je travaille beaucoup sur des mouvements qui proviennent plus des omoplates, toute la chaîne scapulaire. Donc, je pense qu'après
plus en plus à bifurquer vers un travail qui est vraiment plus au niveau de la biomécanique du corps, au niveau de la perception aussi visuelle du spectateur, comment est-ce que tu peux percevoir le corps humain d'une autre façon qui est souvent vue sur scène. Moi, j'aime beaucoup mettre les corps de dos sur scène, donc il y a une bonne partie de la pièce où est-ce que le visage du danseur est pas nécessairement qu'est-ce qu'il projette pour le spectateur, mais c'est beaucoup plus son dos, sa présence. Fait que éventuellement, je pense que ça a bifurqué vers un peu plus vers un travail au niveau plus du souvent qu'est-ce qui peut être bizarre du corps humain ou qu'est-ce qu'on voit pas nécessairement, ou c'est un peu plus rare. Je trouve que c'est un peu plus rare que on s'attarde peut-être au dos, on s'attarde souvent en danse aux mains, aux jambes, au visage du danseur, à la présence, mais c'est un petit peu plus rare. Je trouve qu'on s'attarde à d'autres parties du corps humain. Fait que c'est un peu ça que j'essaie d'aller travailler. Fait que c'est comment transposer des choses souvent qui sont plus claires dans mon corps, qui après pour Kevin, c'est comment transposer tous ces chemins que moi je réussis à trouver dans mon corps. Je pense que c'est un des défis qui a été présent, mais c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place en fait pour la pièce. Et qu'est-ce que ça représente pour toi participer à Quartier Danse en sortant de l'école? Mais je pense que c'est vraiment une belle opportunité de présenter une courte pièce chorégraphique. Je pense que c'est vraiment une belle plateforme parce qu'ils ont 3 soirées, je pense, hybridité et émergence. Donc, moi, je suis dans la première. Ça te permet justement de créer comme un peu plus une courte pièce qui est pour moi, qui continue d'être dans une recherche personnelle au niveau chorégraphique, mais ça te permet vraiment d'avoir une certaine visibilité, d'être dans un festival. C'est sûr, c'est toujours bon comme expérience chorégraphique. Donc, je pense que c'est surtout au niveau de la visibilité. Pour moi, je trouve que c'est une super belle expérience. Puis, c'est une belle reconnaissance aussi pour de finir son bac, puis après de présenter une pièce par la suite. Je pense que c'est le monde idéal, mais après... T'es prêt à recevoir la critique ouais, aussi? C'est ça. Ouais, c'est toujours la critique, je pense, c'est d'accepter. C'est sûr que c'est quelque chose de, je pense, qui fait peur en soi, mais après, je pense que c'est comme ça que tu te construis aussi comme comme artiste, mais je pense que c'est comme ça qu'après tu peux aller travailler sur toi-même puis aller un petit peu plus voir, OK, ça a peut-être été un peu moins apprécié par les critiques ou par les spectateurs. Comment est-ce que je peux travailler par la suite sur ces aspects-là? Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est assez constructif comme artiste aussi. Avant l'émission, tu me parlais un peu du processus d'entrevue que tu avais vécu pour Quartier Danse. Et une des questions que tu avais été demandée, c'était tes influences. Donc, j'aimerais entendre parler, en fait, c'est quoi tes influences chorégraphiques? Qu'est-ce qui te motive? Les précurseurs, en fait, qui t'ont vraiment marqué et qui ont une trace signifiante dans ton travail maintenant. Comme je disais tantôt, j'ai commencé à danser avec Erin Flynn. Puis Erin est conseillère artistique justement pour ce projet-là. Donc, je pense qu'il y a une bonne partie qui va de soi que quand tu commences à danser, en fait, si tu commences à danser avec telle ou telle personne, je pense que ton corps prend en lui un peu toutes ces influences-là. Fait que je pense qu'il y a un peu du travail à Erin qui se représente indirectement dans mon travail. Donc, je pense que c'est une de mes influences majeures. Après, il y a comme tous les professeurs un peu qui m'ont enseigné indirectement. Je pense qu'on peut avoir une influence, mais je pense que c'est beaucoup... Ouais, je dirais qu'il y a beaucoup d'Erin, puis sinon il y a beaucoup aussi un peu plus difficile à qualifier, mais je pense qu'il y a indirectement, c'est sûr qu'il y a toi, tes façons naturelles de bouger. C'est sûr que en ayant moi-même pas un bagage en danse depuis l'âge de 4 ans, je pense que ce qui ressort de moi est pas naturellement des lignes ballétiques ou c'est ça, de l'influence plus classique, plus formelle. Donc, je pense que ça influence probablement beaucoup ma façon de bouger puis ma façon de voir le mouvement. Donc, je pense que j'y vais vraiment plus à travers des mouvements qui sortent beaucoup de mon corps, mais une notion plus de fluidité, plus organique. Pour moi, c'est organique. Souvent, pour d'autres personnes, ça ne devient pas tout à fait organique. Mais dans l'ensemble, je pense que ce qui ressort, c'est beaucoup de la fluidité puis un flow qui est un peu continu à travers le mouvement. Fait que je pense que en n'ayant pas dansé
j'ai dansé un peu dans ma jeunesse, mais j'avais pas fait de danse contemporaine, donc je pense qu'il y a un petit peu mes influences aussi au niveau plus, j'ai fait beaucoup de sport, peut-être qu'il y a une certaine physicalité aussi qui ressort dans mon travail, qui est beaucoup de up, down, joue beaucoup sur l'utilisation du sol, mais plus comme un passage pour retourner en haut. Donc, je pense qu'il y a il y a une certaine physicalité qui est un petit peu plus présente pour les danseurs, qui est plus de l'ordre, des fois un petit peu plus musculaire. Donc, je pense qu'il y a peut-être cette influence-là indirectement. Sinon, je pense que c'est pas mal ça. Tu présentes cette pièce-là, Quartier Danse. Après, qu'est-ce qui s'en vient pour Sébastien Provencher? J'ai je pense qu'en étant dans un processus, puis ça fait un petit bout quand même qu'on travaille sur ça depuis l'hiver dernier, qu'on travaille sur le duo. Donc on dirait que juste avant de présenter une pièce, on dirait qu'il y a plein d'idées qui t'émergent, mais des fois pour une autre pièce, c'est comme si hier j'en discutais avec une amie à moi qui est Alexandre Boucher, qui est chorégraphe aussi, puis elle me faisait l'image un peu, c'est comme un accouchement en fait, que quand c'est le temps là que ça arrive, les femmes ils veulent vraiment accoucher, fait que c'est un peu ça pour moi, c'est d'accoucher un peu de mon bébé, ma création à Quartier Danse. Donc on dirait qu'après c'est comme si j'avais hâte que ça se présente pour vraiment passer après à une autre étape au niveau de la création, fait que j'ai plusieurs idées qui se présentent pour moi, fait que je pense que cette année ça va être beaucoup de faire des courses d'essais chorégraphiques, des courtes pièces pour aller générer éventuellement une pièce qui est beaucoup plus longue, que j'aimerais aller créer au moins 30-40 minutes à long terme. J'aimerais soumettre cette pièce-là aussi à d'autres festivals, à Vue sur la Relève ou à d'autres festivals. Fait que c'est un petit peu ça qui, plus au niveau chorégraphique, j'envisage plus beaucoup de la recherche l'année prochaine, puis à appliquer à d'autres festivals, puis à essayer de présenter mon travail. Sinon, y aller beaucoup aussi au niveau de l'interprétation. J'ai plusieurs projets. Je danse pour des amis, ou je danse pour Manon fait de la danse, ou pour Emmanuel Joute aussi cet automne ou cet hiver. Donc, sur me concentrer beaucoup aussi sur le volet plus interprétatif qui m'intéresse énormément aussi. Donc, c'est indirectement, je pense que c'est beaucoup de l'interprétation, puis indirectement travailler sur plus la création d'un point de vue plus de recherche en studio pour éventuellement faire quelque chose d'un petit peu plus long, je pense. Donc, Sébastien Provencher, on va pouvoir voir ta pièce « Serait-il impossible de vivre debout » qui fait partie de Hybridité et Émergence, la première série, le 12 septembre à 9h30 et le vendredi 13 septembre à 9h30 également au Studio Hydro-Québec du Monument National. Donc ça va être partagé avec d'autres artistes. Merci beaucoup Sébastien d'être venu avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci. Et on continue de parler de Quartier Danse. Cette fois-ci, on est avec Olivier Arsenault. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Alors, bienvenue à Dirty Feet. Olivier, toi, tu présentes la pièce Dérive,
qui est présenté dans le cadre également de Hybridité et Émergence. Par contre, ça va être la 3e série, donc c'est présenté un petit peu plus tard dans le mois. Mais également, tu vas présenter dans la série La danse au coin de votre rue, dont des spectacles extérieurs. C'est bien ça? Exactement. Je fais 5 représentations, si ma mémoire est bonne. Oui, effectivement. Un peu partout à travers la ville. Est-ce que tu peux expliquer ton concept pour que ça puisse être présenté à l'extérieur? Oh boy. Expliquer mon concept. De base, c'est une œuvre qui est très centrée sur moi et une palette de bois, une palette de transport. Cette palette-là, ça devient un peu ma scène, mais ça devient tout autour aussi de cette palette-là. C'est mon univers pour cette danse-là. Puis mon concept est assez grand. J'ai ratissé jusqu'à... Ça vient de l'ambiguïté de la place de l'homme dans notre société d'aujourd'hui. Donc, comme je te dis, expliquer mon concept, j'espère qu'on a le temps, mais c'est ça, je suis passé à travers beaucoup de questionnements. Je suis entouré par beaucoup de gens des hommes qui ont fait des dépressions. J'ai aussi entendu parler des suicides au masculin. Il y en a un nombre immense. Puis je me posais la question, pourquoi les hommes sont comme ça, sont comme renfermés un peu sur eux-mêmes? Pourquoi c'est la seule solution? Alors je me suis renseigné beaucoup là-dessus. Puis d'une certaine manière, j'ai l'impression que les hommes gardent beaucoup de leurs problèmes pour eux-mêmes. Ils sont pas ouverts vers la discussion en général. Bien sûr, c'est des généralités. Puis en plus, avec la montée du féminisme d'aujourd'hui, qui est une superbe de bonne place, je trouve que la femme prend tranquillement la place qui lui revient. Les hommes sont un peu à l'étroit. On se demande qu'est-ce qu'on est supposé être dans tout ça. Est-ce qu'on devient des hommes roses? Est-ce qu'on devient des hommes soumis? Est-ce qu'on garde notre espèce de côté de macho viril dans tout ça? Donc, il faut trouver un équilibre quelque part. Si ma pièce pouvait avoir un deuxième titre, ce serait sûrement Équilibre. Parce que, dans le fond, à la base, l'homme était un chasseur-cueilleur. C'est tout ce qu'on lui demandait. Et maintenant, on lui demande d'être un père, de rapporter l'argent à la maison, d'être un fils, d'être un ami. Et tous ces rôles-là mis ensemble, ça fait que l'homme doit avoir des épaules très, très larges pour avoir tout ça sur les épaules, là. Et juste avant de continuer sur Dérive, pendant que tu parles, j'entends ton pied qui tape. Ça, c'est parce que tu es un gigueur né ou presque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en danse? Exactement. Qui est très, très présent dans ta gestuelle. J'ai cette maladie-là. J'ai ce syndrome-là de toujours faire du bruit avec mes pieds. Je viens du monde de la gigue. C'est ça ma base. Donc, je communique beaucoup par les pieds, puis je trouvais que c'était un beau parallèle à faire aussi avec l'homme qui envoie des signaux des fois d'alarme, mais qui se font pas toujours comprendre. Et dans mon processus de création, j'ai décidé de prendre un autre système de langage qui est basé beaucoup sur la percussion, ou en tout cas, j'ai fait ce parallèle-là, qui est le code Morse. Et tout au long de ma pièce, tous les sons que je fais, tous les rythmes que je fais sur mon corps aussi, c'est tous des mots qui sont dits en code Morse. Comment le public pourra deviner qu'est-ce que tu dis, ou est-ce que c'est ça le but? Probablement pas. Il n'y a pas grand monde qui peuvent dire je suis capable de déchiffrer du code Morse. Oui, c'est ça. Il y a l'introduction de ma pièce, je déclame les mots en même temps que je les fais. Donc déjà là, le public averti, si ceux qui veulent un défi supplémentaire peuvent essayer de suivre puis d'analyser les lettres. Mais ensuite, dans la deuxième partie de ma pièce, ces mots-là sont dits par des gens qui m'entourent. Donc, j'ai un fils de 3 ans que j'ai enregistré. Et il me dit « Fils ». Donc, une fois que j'entends ce mot-là, je fais le mot « fils » en code Morse avec mes pieds, avec mes mains. Et il y a plusieurs donc, il y a amis, il y a amant, mari, père qui sortent comme ça. Et dans la troisième partie, ben là, c'est vraiment plus des mots qui sont pour moi, qui, à moins d'être un chef scout et d'avoir le code Morse comme deuxième langage, c'est des mots qui sont plus générateurs pour moi. Puis, donc c'est ça. Ça a été plus dans le processus de création. Et même si les mots se rendent pas aux gens, au public en général, il y a aucun problème. Et ça fait combien de temps que tu développes cette
cette pièce-là, en fait, la rythmique et toute ton idée de travailler avec le bois aussi et tout? Ben ça, c'est cette pièce-là a été présentée pour la première fois dans le cadre de la Biennale de gigue contemporaine en 2013, donc en mars 2013. Ça faisait déjà 1 an et quelque chose que je travaillais là-dessus. Ça a été une belle étude rythmique et j'ai aussi beaucoup travaillé sur la musique. Dans le fond, c'est moi et mon oncle qui avons créé la musique. Puis ça a été beaucoup de travail de studio. Ensuite, je retournais sur la musique, arranger les rythmes autant qu'arranger la musique, parce que il y a beaucoup de changements de rythme. Ça tombe du 3 à 4 au 6-8 au 4-4. Donc c'est ça, pour répondre à ta question, ça fait presque 2 ans maintenant que je travaille là-dessus. Là. OK. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le présenter à Quartier Danse cette fois-ci? C'est superbe parce que j'ai eu l'occasion de présenter cette pièce-là avec à des gigueurs qui ont compris certains éléments. Puis j'ai hâte de voir aussi ce qu'un public peut-être plus habitué de voir en danse contemporaine va pouvoir voir aussi de ça. Puis ça me permet aussi de le faire à l'extérieur et de le faire à tout un chacun qui est pas forcément habitué de voir la danse. Puis j'ai hâte d'avoir des commentaires justement de qu'est-ce que les gens voient à travers ça. Et quand on avait reçu les gens de la Biennale, il y a quelques mois, justement, je pense qu'on avait discuté de ça, comment tu qualifies la gigue contemporaine, la danse contemporaine, giguée, c'est quoi les influences, de quel côté viennent les influences, en fait, pour qualifier un ou l'autre, dans le fond? J'ai l'impression que c'est une sorte d'urgence qu'ont eu les gigueurs parce qu'on s'entend que la gigue est assez, je sais pas si on pourrait dire underground ou oublié un peu. C'est un pan qui de notre culture québécoise qui tend à être oublié. Donc, pour nous, ça a été une urgence de la réactualiser. Qu'est-ce que ça veut dire giguer aujourd'hui, en 2013-2014? Oui, à la base, c'était une sorte de rythmique avec les pieds, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Avec tous les styles de danse, de gestuelle qui nous entourent, ça donne quoi? Ben, moi, c'est une des choses... une des propositions que ça peut donner. Puis justement, la Biennale de gigue contemporaine offre plusieurs visions parce qu'on est plusieurs chorégraphes à produire des choses là-dessus. Et il y a autant de visions qu'il y a de chorégraphes par rapport à la gigue contemporaine. Mm. Au niveau de ton approche à la fiscalité pour la pièce, je parlais avec quelqu'un qui en a eu quelques extraits. On m'a dit qu'il y avait un côté acrobatique très très fort. Comment est-ce que tu as amené justement la gigue qui est quelque chose de très à terre, en fait, qui est très connecté à la terre, à quelque chose qui est un peu plus aérien comme l'acrobatie? Ouais, ça fait 2 ans que je participe à la Biennale de gigue contemporaine en tant que chorégraphe. Puis en 2011, j'avais produit quelque chose qui était la pièce Impulsion, était vraiment basée là-dessus sur c'est quoi le terrain d'entente entre la gigue qui, comme tu dis, est extrêmement fine. C'est de la fine gestuelle qui est faite sur le sol. Un gigueur doit constamment être au-dessus du sol sur ses 2 pieds pour pouvoir réussir à faire tous ces sons, tandis que l'acrobatie, c'est le corps au complet qui se déplace, qui va dans les airs. Donc l'espèce de terrain d'entente entre les deux était très fin. Puis j'ai beaucoup exploré là-dessus. Puis je trouve qu'au final, c'est des langages qui peuvent être très collaboratifs dans le grand mouvement va être complété par de la fine rythmique. Donc, pour moi, ça allait de pair parce que j'ai toujours eu ces 2 langages-là dans le corps. J'ai toujours pratiqué autant de la gestuelle acrobatique, un peu capoeira aussi. Je suis passé par là. Je suis passé par vraiment un training en cirque presque. Puis avec le tap dance, avec la gigue, j'ai aussi eu cette gestuelle-là. Donc, comprimer les 2 dans mon corps, c'est ça qui sort. D'après une photo promotionnelle que j'ai vue pour Quartier Danse, où on te voit justement sur ta plaquette de bois, au niveau des souliers que tu portes, en fait, c'est des genres de grosses bottes de travailleurs. Est-ce que c'est ce qui va être utilisé pour la pièce? Exactement, c'est des grosses bottes qui permettent pour moi en tout cas, de le faire à l'extérieur parce que la gigue, c'est difficile sur les genoux, spécialement si le plancher est pas adéquat. Donc ça prend une sorte d'absorption pour le corps. Puis ces bottes-là, jusqu'à présent, me permettent, ils ont une sorte de caisse de résonance puis une caisse aussi d'absorption. Mais c'est aussi
mon moyen d'aller chercher quelque chose de très masculin. C'est un discours masculin que j'apporte, puis autant la palette de bois que les grosses bottes. Pour moi, c'est des éléments qui rappellent l'homme, le travail, tout ce qu'on lui a demandé depuis plusieurs années, là. Est-ce que ces bottes-là ont été modifiées, en fait, pour te permettre de faire de la gigue, ou c'est juste avec vraiment les éléments présents de la botte que tu réussis à obtenir les types de sons que tu cherches? C'est des bonnes vieilles bottes d'armée achetées sur Saint-Laurent quelque part. Puis la seule chose qui est rajoutée un peu, je porte une couche supplémentaire d'espèces de très gros bas à l'intérieur pour amortir un peu. Mais sinon, les bottes sont tout à fait normales, non modifiées. Tu mentionnais qu'elles agissent d'une certaine façon comme un élément signifiant de la masculinité. Il y a certains risques, en fait, de faire une pièce qui touche un thème comme la masculinité et la féminité. C'est facile de rentrer dans des clichés. Est-ce que c'est quelque chose, en fait, qui était présent dans ton conscient quand tu travaillais là-dessus, ou est-ce que tu as dû trouver une façon de contourner ces clichés-là de la masculinité, ou au contraire, est-ce que tu les utilises vraiment pour plus d'impact? Je sais pas à quel point je tombe dans le cliché parce que je suis vraiment parti de moi-même. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est cliché là-dedans, mais c'est moi. Donc je me suis mis moi-même à la place de l'homme. Donc si cliché il y a, c'est uniquement moi que ça vise là-dedans. Puis est-ce que tu trouves que tu es un cliché ambulant, ou? On l'est tous un peu, je crois. Je pense pas être un cliché ambulant. Juste du fait que je suis un gars, puis je pense que je suis un gars un peu spécial parce que je m'intéresse à la danse déjà. On dirait que les hommes... j'ai fait beaucoup de médiation culturelle avec Quartier Danse, puis je voulais aller chercher des hommes qui dansent. Puis encore une fois, c'est dommage, mais les hommes en général sont loin de la danse. Puis je trouve justement que d'apporter ce sujet-là par rapport à la masculinité et à la détresse que les hommes peuvent porter à l'intérieur d'eux et la espèce de non-évacuation des sentiments par rapport au langage qu'est la danse, c'est un super beau paradoxe qui se tient là. Est-ce que tu sens que c'est nécessaire vraiment? Est-ce que tu sens qu'il y a un peu un vacuum de la masculinité, en fait, représentée sur scène maintenant? Est-ce que tu trouves qu'on en voit des chorégraphies qui présentent d'une bonne façon la masculinité, ou est-ce que tu trouves qu'il y a un certain manque à ce niveau-là sur les scènes au Québec? Je pourrais pas juger de tout ce qui se fait ici. Puis je pense que c'est justement un des sujets qui devient peut-être très souvent abordé, justement de la danse qui a été longtemps une espèce d'objet féminin. Puis de plus en plus, on voit des hommes qui s'intéressent à ça. Donc non, je pense qu'il y a beaucoup de très bons chorégraphes qui s'intéressent à ce sujet-là. Puis justement, c'est quelque chose qui me touche, que j'adore voir sur scène. C'est ça, d'avoir les deux penchants, le féminin et le masculin, qui s'affrontent un peu et qui d'une certaine manière se définissent aussi, là. Est-ce que tu avais présenté un solo aussi à la Biennale? Oui, c'était cette pièce-là que j'ai eu l'occasion de retravailler dans le fond pour Quartier Danse. Donc la première édition à laquelle j'avais participé en 2011, c'était un trio de gigue acrobatique. Puis celle-là, c'est un solo dans lequel je me base bien sûr de la recherche que j'avais effectuée en 2011 pour enrichir cette chorégraphie-là. On avait parlé un peu avec Sébastien, qui était là plus tôt. Lui aussi, il chorégraphie, il danse aussi dans sa pièce. Est-ce que c'est difficile des fois de prendre du recul sur ce que tu fais? Puis d'avoir c'est difficile. Est-ce que tu as un œil extérieur? Est-ce que tu as quelqu'un qui vient un peu te challenger des fois? Ou... Oui, c'est ça. J'ai eu l'aide de plusieurs amis, plusieurs avis extérieurs. Plusieurs yeux extérieurs, dit-on. Autant du côté acrobatique, théâtral que danse et danse contemporaine. Donc, ça a été intéressant de voir aussi que chaque discipline et chaque ami, dans le fond, à qui j'ai demandé, apportait vraiment des éléments différents. Donc, j'espère que ça va se voir un peu dans la pièce. Mais tous ces avis-là m'ont permis beaucoup d'évoluer avec tout ça, là. Est-ce que tu prévois peut-être faire un duo, trio ou un autre
une pièce de groupe peut-être avec ça, je sais pas, une bataille. Je sais pas à quel point ce sujet-là va transparaître dans mes prochaines créations. Pour l'instant, je trouvais que c'était important d'être seul parce que pour moi, c'était de rappeler ça aussi que j'ai l'impression que d'une certaine manière, chaque homme se sent seul dans son quotidien dû au fait qu'il parle pas, il s'ouvre pas en général. Donc pour moi, je trouve que l'image du solo, puis qui devient une sorte de duo avec la palette, était très fort. Donc pour la suite, je peux pas vous en dire plus. Est-ce que tu as déjà présenté des rives dehors avant la série de spectacles qui s'en vient? Non, ça a toujours été à l'intérieur. J'ai eu la chance de présenter un petit extrait à la Place des Arts pour la conférence de presse de Quartier Danse. Donc, c'est le plus extérieur que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, ça va être un beau défi de faire ça à l'extérieur. Je dois dire aussi que avec un de mes amis vidéastes, on a fait un petit court-métrage de cette pièce-là. Dans le fond, la thématique a été de faire chacune des parties parce que il y a 4 parties différentes dans cette pièce-là, dans des lieux différents. Donc oui, je l'ai fait d'une certaine manière à l'extérieur, mais c'était pas vraiment une représentation, c'était plus une captation. C'est présenté beau temps, mauvais temps. On m'a dit que dès qu'il y a de la pluie, dès qu'il y a de la grêle ou dès qu'il y a de la neige, c'est cancellé. Mais sinon, dès qu'il fait un petit peu beau, même avec des nuages, ça va être présenté. Et est-ce que tu as été allé à chaque espace? Je pense que oui, pour voir un peu comment c'était. Là, on a la place Valois, la place des festivals du quartier des spectacles. T'es devant une église aussi à un moment? Oui, je connais ces endroits-là. C'est sûr que je connais pas non plus les plans exacts de Quartier Danse, mais c'est une belle surprise. J'ai hâte de voir dans quel espace je vais me retrouver, puis je vais m'adapter, je vais avoir ce plaisir-là, il y a pas de problème. Et ça doit être énervant de voir de pas savoir quel genre de public va arriver devant toi, vont marcher, te voir, pas te voir. Énervant, je sais pas, mais non, je suis excité. Je suis excité de voir que justement l'homme d'affaires, tout autant que la petite famille, que les touristes japonais risquent de voir cette pièce-là. Donc pour moi, c'est très excitant, là. Pourrais-tu nous parler un petit peu de la musique qu'on a entendue de façon intermittente à travers notre émission? Oui, en fond, c'est un assemblage de plusieurs petites séquences musicales qui ont été travaillées par Régent Arsenault, mon oncle. Puis pour moi, c'était important d'aller chercher des sonorités un peu métalliques. On entend de la guimbarde, on entend des grincements aussi. Ma pièce s'appelle Dérive, puis je suis un gars qui vient de la Côte-Nord, donc d'une certaine manière, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai mis beaucoup de moi à l'intérieur de tout ça. Puis j'ai l'eau qui m'habite, j'ai la mer qui m'habite. Et pour moi, Dérive, c'est ou ma pièce au complet, c'est une sorte de l'image c'est un paquebot qui s'avance sur le Saint-Laurent ou sur l'océan, puis on sait pas trop où est-ce qu'il s'en va. Il prend l'eau, est-ce qu'il va se rendre à bon port, est-ce qu'il va finir dans le fond de l'eau? Pour moi, cette musique-là, c'est ce que ça représente. Pendant une partie, ce paquebot-là est rendu au fond de l'eau. Il remonte à un certain moment donné. Est-ce qu'il va réussir à ressortir de l'eau ou il va rester dans le fond? Là est la question. Donc, pour Dérive, on peut le voir à l'extérieur le samedi 14 septembre à 11h à la Place Valois. Ensuite, c'est le jeudi 19 septembre et vendredi 20 septembre, c'est à 12h30 à la Place des festivals du quartier des spectacles. Ensuite, samedi le 21 septembre à 12h30 également à l'esplanade financière Sun Life du Parc olympique. Et la même journée, donc le 21 septembre à 4h sur la rue Wellington, devant l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. Et c'est également présenté, évidemment, dans le cadre de Hybridité et Émergence, la 3e série au Monument National, le jeudi 19 septembre et vendredi 20 septembre à 9h30 au Studio Hydro-Québec. C'est bien ça, Olivier? Exactement. OK, génial. Ben, bonne chance et merci beaucoup d'être venu à Dirty Feet aujourd'hui. Merci à vous. Baby. Papa. Allez, papa.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, Joanie Ferrand. and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoreradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.